Bonjour, bienvenue, je suis Étienne Gandou, développeur informatique. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder un nouveau use case. Comme d'habitude, nouvel épisode, nouveau use case. Et aujourd'hui, je sais que la dernière fois, j'avais promis que nous aborderions les cas des assurances. J'y travaille effectivement et c'est presque fini, mais j'ai souhaité quand même revenir sur quelque chose qui, à mon sens, et je trouvais très intéressant. Donc, c'est un cas qui concerne un use case qui tourne autour d'un centre médical qui s'appelle Doctors Practice. Donc, en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit des activités d'un pool de médecins qui travailleraient dans un environnement qu'on appellerait genre centre médical. L'application peut également concerner les cas d'un médecin libéral qui consulte chez lui à la maison. Mais les interactions et les différents modules qu'on a mis en place concernent plus spécifiquement le cas qui serait celui d'un centre médical où il y aurait un pool de médecins qui travailleraient et qui recevraient des malades. Et ces médecins se regroupant, représentant différentes spécialités, reçoivent les malades et leur prodiguent les soins, bien évidemment. L'idée ici, c'est de proposer quelque chose d'assez simple, parce que il y a quelques mois, j'avais présenté Hospital Management, qui était quelque chose quand même d'assez, de bien poussé, de bien plus complexe que cela. Mais ici, il s'agit simplement d'un centre de santé, comme on les voit ici, par exemple, en Belgique, ici en Flandre, on les appelle Gezondheidszentrum. Donc, ce sont des centres de santé, ce sont des petites structures, au sein desquelles œuvrent des médecins et qui reçoivent des malades qui viennent pour y recevoir des soins. Et concrètement, comment est-ce que cela se présente-t-il? Donc, nous avons mis en place un système où, bien évidemment, les patients prennent rendez-vous. Et pour ces cas-ci, j'ai recouru également au module d'Event Calendar que j'aime bien. Donc, c'est quelque chose que je trouve quand même d'assez intéressant. Pour toutes les professions libérales, un agenda, c'est quelque chose d'assez normal qu'on utilise. Et j'ai implémenté également ces modules pour pouvoir gérer les rendez-vous pour les patients qui s'inscrivent. Voilà, les rendez-vous peuvent se faire par téléphone ou également, on a la possibilité, par un formulaire électronique, de pouvoir s'inscrire également et prendre rendez-vous. Et dès que le rendez-vous est pris, les malades se présentent. Les patients va se présenter à son rendez-vous au jour fixé et on lui assigne un médecin et s'ensuit le processus normal. Donc le médecin va faire son travail, l'examiner et puis le traiter. Et il fait les processus normaux de traitement, c'est fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est le fait d'avoir ce qu'on peut appeler en quelque sorte une sorte de dématérialisation du dossier médical du malade. Parce que j'ai les souvenirs, à l'époque, il y a très longtemps, encore lorsque j'étais en Afrique, et lorsqu'on s'est rendu dans un centre médical du coin, on nous demandait toujours, est-ce que vous avez une fiche? Donc, cette fiche représente en quelque sorte les dossiers médicaux sur lesquels sont repris régulièrement toutes les informations qui sont saisies par les différents médecins, parce qu'à chaque fois qu'on va dans un centre médical, on n'est pas reçu par les mêmes médecins. Donc, on peut avoir été assigné à un médecin, mais le moment où il y revient, il est absent ou il a d'autres engagements et on peut être reçu par un autre médecin. Mais grâce à cette fiche, donc le médecin peut déjà avoir une idée des antécédents du patient et pouvoir effectuer son travail avec donc une certaine facilité. Et ici, cette fiche, en fait, ce dossier médical, il est dématérialisé parce que nous parlons d'un dossier médical qui est électronique, puisque il s'agit des fichiers sur lesquels le médecin va à chaque fois inscrire un certain nombre d'informations concernant les actes médicaux qu'il pose sur les malades. Et ces fichiers peuvent être partagés. C'est un grand avantage d'avoir un fichier comme ça électronique qui peut être partagé à distance par différents intervenants. Et voilà, c'est une application qui est assez simple, mais je suis allé plus loin. Parce que, comme d'habitude, l'interface graphique en sortie que j'ai fait, c'est toujours ASP.NET, dont MVC. Mais je me suis permis d'écrire également des services
j'ai écrit des services, donc j'ai fait également une interface de type Web API. Et pour aller encore plus loin, cette interface de type Web API est consommée par une application cliente. Et j'ai choisi Blazor WebAssembly. Donc j'ai écrit en fait pour cette application, vous allez voir, nous allons avoir 3 interfaces côte à côte qui vont fonctionner. Et vous allez voir que les contenus, en fait, les contenus restent strictement les mêmes, mais il est affiché différemment selon les types d'interface qui est utilisé en sortie, que ce soit du MVC ou bien pour le Web API, on utilise OpenAPI, Swagger, et il affiche également les mêmes contenus mais de manière différente. Et vous verrez à la fin, pour la fin, Blazor WebAssembly, qui a une interface qui ressemble un tout petit peu à celle de ASP.NET, mais qui, lui, c'est un client qui consomme les endpoints qui viennent de l'application du type Web API. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, bon, comme c'est une petite application, donc j'ai pu avoir le temps de l'étendre, d'aller aussi loin pour pouvoir présenter cette possibilité d'avoir 3 interfaces en sortie qui fonctionnent côte à côte. Pour le reste, le langage de programmation reste principalement C#, avec Entity Framework 6. Et pour Event Calendar, c'est JavaScript bien évidemment, parce que la déclinaison que j'utilise ici, c'est Full Calendar. Il existe plusieurs déclinaisons, mais celle que moi j'utilise ici pour mes applications, c'est Full Calendar. Il présente une interface qui est très intuitive, qui nous permet de voir par rapport à une interface qu'on a, genre calendrier, on permet de voir différents événements qui sont prévus dans la journée et les rendez-vous qui sont pris. Et c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à développer cette application, comme je le dis toujours. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous aussi. Donc, comme je le dis souvent, trêve de bavardage. Voyons d'abord l'application. Et puis, je reviendrai à la fin pour dire un mot. Très bien, voilà donc notre application dont il s'agit. Il s'agit d'une application, comme je l'ai dit, qui traite du cas d'un centre médical. Et comme je vous ai dit, en sortie, j'ai créé 3 interfaces graphiques. Nous avons d'abord l'interface du type MVC, c'est-à-dire c'est le type d'interface habituelle que j'ai créé en sortie lorsque j'ai fini mes applications. Elle est là. Et nous avons également une interface pour les endpoints, c'est-à-dire les services que j'ai créés qui peuvent être consommés pour d'autres applications annexes qui tournent sur d'autres plateformes qui peuvent également bénéficier du contenu qui se trouve ici. Et vous allez les voir un peu plus loin, je démontrerai comment nous allons voir les contenus en fait qui est dans l'application de base entre guillemets qui aboutit à l'interface du type graphique MVC peut être consommé ailleurs. Et le troisième interface de type graphique, c'est celui-ci. Nous avons ici une application du type Blazor WebAssembly. Donc, c'est cette application en fait. Cette application en fait, elle consomme ces services-là et ces services qui sont créés ici par cette application du type Web API sont consommés là. Bon, on va tout d'abord commencer par notre application entre guillemets traditionnelle, celle qu'on utilise régulièrement pour avoir les données en sortie. Vous le voyez, nous avons un menu assez sobre, nous avons un menu accueil ici, nous avons un menu qui nous envoie aux patients, au staff et au rendez-vous. Ici, pour les patients, vous le voyez, j'ai prévu ici un mécanisme qui permet de mettre en place une authentification et par rapport aux autorisations. Donc c'est quelque chose d'assez classique que j'ai déjà utilisé dans d'autres applications et que j'ai repris également ici. Donc on va se connecter pour pouvoir accéder à la liste des patients. Voilà, lorsque nous nous connectons, nous accédons directement à notre grille. Cette grille reprend les informations de tous les patients. Tout ce qu'il y a ici, c'est du plus classique. Donc nous avons une table dans laquelle nous avons le nom complet du malade, sa date de naissance, son email adresse, son numéro de téléphone et son sexe. On peut aller plus loin, avoir plus de détails, parce que j'ai prévu ces mécanismes ici. Et lorsqu'on clique sur ces liens hypertextes, là, sur les noms,
hein, du patient. Vous le voyez ici, en raison de l'espace, je ne sais pas tout mettre. Donc, on peut en savoir un peu plus sur le malade. Donc, en cliquant sur ces liens-là, nous avons toutes les informations, hein, qui ne sont pas affichées dans la table de départ ici. Voilà. Donc, et à côté de cela, nous avons les opérations classiques, hein, que j'effectue, que j'appelle les CRUD. Donc, ici, les CRUD, c'est ce que on peut créer un enregistrement, on peut les lire, on peut les modifier, les supprimer. Nous sommes en train de les lire ici, hein, vous le voyez. Donc, c'est un ensemble d'enregistrements que nous lisons. En fait, c'est une liste, mais nous lisons cela quand même. On peut modifier, oui. On peut supprimer, oui, également. Et on peut effectuer certaines opérations connexes. Hein. Par exemple, ici, mettre en place l'adresse du patient. Parce que ici, comme je l'ai dit dans ma présentation, j'utilise le design pattern qui s'appelle Domain Driven Design. Et nous avons, dans les Domain Driven Design, nous avons ce qu'on appelle des entités et des value objects. Et une adresse n'est pas une entité en soi, donc c'est une value object qui est liée à l'entité patient ici. Et c'est comme ça qu'on peut y ajouter une adresse. Voilà, notre patient a une adresse et l'adresse est là. Ceci est lié à... ceci est fait de manière à respecter, hein, les prescrits de Domain Driven Design. Vous le voyez, modifier, oui, on peut le faire. On va voir, on va essayer. Donc ici, j'ai écrit Etienne avec S. Je supprime les S et puis on va sauvegarder. On va voir ce que ça va. Voilà, effectivement. Et nous avons la notification qui nous dit ici que le patient a été modifié avec succès. Vous le voyez, c'était Etienne était avec S. Nous avons modifié, maintenant c'est sans S. On peut revenir, hein, à ce qui était là avant. Je remets les S. Je remets les S et je vais sauvegarder. Et voilà, vous le voyez, donc le S est revenu. Donc voilà un peu les informations qu'on a en entrée. Donc nous avons deux entités, hein, qui vont entrer en interaction. Nous avons les patients et les staffs. Et les patients sont attribués, sont assignés au médecin, hein, et cela s'est fait via cette fonctionnalité, hein, qui nous montre que, par exemple, pour ce patient, hein, le patient Etienne Gandou, voilà les médecins auxquels il a été assigné suivant certaines périodes. Les buts ici, bon, ce sont des données que j'ai prises juste pour les raisons d'illustration, mais nous sommes ici dans une relation de plusieurs à plusieurs, c'est-à-dire un malade peut être assigné, un patient peut être assigné à plusieurs médecins, et inversement, un médecin peut s'occuper de plusieurs patients. Donc nous sommes ici dans une relation de type plusieurs à plusieurs. Et cette opération d'assignation, elle peut se faire aussi bien par le staff, hein, en allant par le staff, que en allant par les malades. Ici, on peut le faire en allant par le staff, hein, le staff dont il est question ici, c'est le médecin, il s'appelle John Lombo, et voilà les malades qui lui ont été assignés suivant certaines périodes bien déterminées. Ici, clairement, nous sommes dans une relation de plusieurs à plusieurs. Et il y a un certain nombre de tâches qui sont assignées aux deux entités. Les patients peuvent avoir une adresse, bien évidemment, et ils peuvent également prendre des rendez-vous très importants. Et les rendez-vous, ils se font via un formulaire, hein, celui-ci, et dès que ce formulaire est rempli, et cela aboutit à cet agenda. Voilà, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, et on va réduire un peu pour voir de quoi il s'agit. Voilà un peu complètement les bookings qui concernent tout un mois, hein. Bon, pas tout un mois, mais on a un chevauchement qui va du mois de janvier jusqu'au mois de février. Et les données qui sont là, bon, je les ai mis juste à titre illustratif, hein, mais ça représente quand même une certaine logique qui nous permet, parce que les mêmes données que nous avons ici, on peut également les retrouver ici, mais cela, attendez, on va agrandir un peu, on va également les retrouver ici, mais voilà, je vais chercher, voilà, les rendez-vous pour
voilà tous les rendez-vous qui concernent ce malade Étienne Gandou. Donc voilà tous ces rendez-vous qui concernent ces patients. On peut également les consulter via notre grille, grille traditionnelle. Lire comme ça, oui, c'est vrai que nous avons les données importantes, nous avons les numéros de la réservation, nous avons les informations sur le début et la fin et les heures, mais c'est quand même assez difficile à lire. Ça, je le conçois, je le concède. Mais lorsqu'on va ici, nous avons une présentation qui est très intuitive. Nous avons un calendrier, quelque chose qu'on sait lire, donc, et on sait voir exactement quel type de rendez-vous, de quoi il s'agit. Nous avons les rendez-vous qui concernent, par exemple, si je prends celui-là, voilà, nous avons des détails qui nous sont donnés par rapport à ce rendez-vous qui a été pris par Étienne Gandou. Donc, c'est pour le 3. C'est un rendez-vous qui a eu lieu le 3 février de 14h à 15h. J'ai fait deux manières de présenter la même chose, mais l'avantage ici, c'est que nous avons une présentation qui est très intuitive, et qu'on sait, lorsqu'on voit ceci, on comprend directement de quoi il s'agit. Et nous avons un calendrier, nous avons les jours, et nous avons la possibilité de présenter ça par semaine, par rapport au jour. Et ce qui est bien, comme je l'ai dit, ici, cet event calendar, j'utilise la déclinaison des full calendar. Full calendar, c'est ce que j'ai utilisé ici. Et c'est un outil qui est fait en JavaScript, donc les JavaScript plein. Mais les données que j'engendre, ce sont des données qui viennent... j'écris mes routines en C#, et à la fin, voilà, j'ai créé une routine dans laquelle mon event calendar va faire les fetch data pour aller piocher les données et venir les afficher ici. Et évidemment, en fonction du statut de chaque rendez-vous, nous avons une couleur qui s'affiche ici pour indiquer un peu de quoi il s'agit. Lorsque je prends par exemple là pour le 20 février, voilà, nous avons les informations qui sont affichées, en fait les détails par rapport à ceci, et on voit clairement de quoi il s'agit ici. C'est un outil qui est très intuitif et qui permet, je me le répète peut-être, mais qui permet de présenter les choses de manière très claire et de manière très compréhensible. Ce n'est pas la première fois que je le présente, je l'ai déjà présenté pour deux autres applications. C'était pour les cabinets d'avocats. Ensuite, je l'ai présenté pour un restaurant, event, booking. Donc, voilà, c'est un outil pratiquement qu'on retrouve dans la vie de chaque jour, et pour les professions libérales, en tout cas dans toutes les activités où il est question d'arranger des rendez-vous, c'est un outil qui convient parfaitement à faire ce genre de travail. C'est pourquoi je l'ai repris également ici pour nous présenter tous les rendez-vous qui sont pris par les patients qui viennent dans ce centre médical. Ça peut être le cas pour un médecin libéral, parce que les médecins libéraux, ceux qui sont des fois, ils s'occupent même du travail administratif, mais ils s'occupent de certaines tâches administratives. Mais ici, ce serait quelqu'un qui serait commis à ces tâches administratives, qui recevrait les appels des malades et qui pourra placer ses rendez-vous, et le médecin pourra, en y accédant, il verra exactement quel est son planning, qui va venir et qu'est-ce qu'il attend. Voilà, très pratique par rapport à la situation ici. Et un autre aspect qui est très important que je voulais présenter ici, à part Event Calendar, c'est par rapport à ce que je considère comme les dossiers médicaux, ce qu'on appelle record. Vous le voyez, à chaque fois que le médecin va recevoir le patient et qu'il lui administre un traitement, il va pouvoir placer un certain nombre d'informations. Vous voyez, il va placer un certain nombre d'informations, et ces informations vont alimenter les dossiers médicaux du malade. Donc nous avons affaire ici à un dossier qui est numérique, donc qui peut être consulté dans le cadre d'un centre médical.
si le patient est assigné à un médecin et que son médecin habituel qu'il voit est absent et qu'il est vu par un autre médecin, eh ben, le médecin qui le verra, après l'avoir reçu, il pourra voilà, placer ici les informations utiles par rapport au rendez-vous. Et lorsque son médecin, le médecin qui a assigné ce malade reviendra, il verra bien qu'est-ce qui s'est passé, voilà, quelles sont les informations que son collègue a pu ajouter dans le dossier médical de ce patient. Voilà un peu les flots de cette petite application, bon, qui à mon sens, bon, elle est assez simple, et les malades viennent, ils sont assignés au personnel, ils reçoivent un traitement, et puis donc la première étape c'est d'abord prendre un rendez-vous. Dès que le rendez-vous est pris, les malades viennent bien évidemment, et puis ils sont pris en charge, et après la prise en charge, un certain nombre d'informations sont placées dans les dossiers médicaux, que j'appelle ici les records. Donc c'est ici que sont logées toutes les informations. Vous le voyez, par exemple pour le cas de ce patient, il n'y a rien. Donc on peut imaginer, on va mettre quelque chose. Je prends le médecin qui l'a reçu, il s'appelle René Descartes. De quoi s'agit-il? Il s'agissait tout simplement d'établir un diagnostic. Je vais dire, on va mettre fièvre. Bon, j'aimerais préciser que les données que je mets ici sont uniquement à titre illustratif, parce que moi, je n'ai pas de compétences fièvre à, mettons, 38 degrés. Donc, tout ceci est présenté à titre illustratif parce que je ne suis pas médecin et que je ne suis pas qualifié pour... Mais, c'est présenté uniquement à titre illustratif. Voilà. Je vais créer, voilà, vous le voyez. Et lorsque ceci est créé, et dans les dossiers médicaux du malade, vous le voyez, qui l'a reçu, le médecin c'est qui, René Descartes, et qu'est-ce qu'il a constaté. Et tout ceci a été fait quand? Les 19. Ces informations sont enregistrées automatiquement parce que j'ai placé un mécanisme de tracking. Donc pour toutes mes entités, les entités sont suivies à la lettre, et lorsqu'il y a un mouvement à chaque fois, j'ai prévu dans mes tables des champs qui enregistrent, comme vous le voyez aujourd'hui. Donc nous venons de créer une information dans les dossiers médicaux de ce malade, et vous voyez, cela a été enregistré aujourd'hui. La date de création, c'est le 19 février 2023. Autre chose, bon, voilà, je pense que c'est un peu tout par rapport aux fonctionnalités de l'application. Le staff, qu'est-ce qu'il a? Bon, les staff, c'est aussi une entité à part, donc on peut la modifier, on peut la supprimer, on peut aussi lui placer une adresse par rapport au membre du staff, et on peut lui assigner les malades qui viennent, comme je l'ai dit, que nous sommes dans une relation de plusieurs à plusieurs. Donc un malade peut être assigné à plusieurs médecins, comme un médecin peut également traiter donc plusieurs patients. Donc nous sommes ici dans une relation de plusieurs à plusieurs. Maintenant, un point important que je vais aborder, c'est par rapport à l'extension de l'application, parce que bon, comme elle est petite, je me suis dit bon, je vais aller plus loin. Et vous le voyez ici, nous avons ici tous les membres du staff par leur nom, parce que j'ai prévu ici, ma data table ici me permet d'afficher 10 entrées. Vous le voyez, nous avons 11 enregistrements. Et comme j'ai créé aussi à côté une application du type Web API, c'est-à-dire des services qui peuvent être consommés par d'autres applications, donc nous sommes ici avec le staff, nous avons 11 enregistrements, vous le voyez, et je vais aller ici dans mon application du type Web API. Voilà, j'ai créé ici, comme l'affichage n'est pas le même que dans MVC classique, ben on met en place ce qu'on appelle, c'est une documentation qui nous permet, qui va permettre à une personne tiers qui peut utiliser ces endpoints dans son application, il verra un peu de quoi il s'agit, c'est dit voilà, ici
pour le cas des patients, par exemple, vous voyez, j'ai dit patient, c'est il va afficher tous les patients. Ici, il va afficher par détail, donc par le ID. Ici, on peut créer un nouveau patient. Ici, on peut afficher, ce que je vais dire, on peut faire les fetching, c'est-à-dire retrieve, c'est-à-dire prendre un patient qui existe, l'afficher d'abord avant de procéder à une modification. Donc, c'est une étape préalable. Cette étape préalable est exécutée ici avant que la modification ne puisse être faite. Et à la fin, donc, il y a la suppression. Donc, nous avons deux get, nous en avons trois. Nous avons un post. Post, c'est pour modifier un enregistrement, c'est pour créer un enregistrement. Put, c'est pour les modifier. Et enfin, delete, c'est pour les modifier. Et tout de suite, nous allons vérifier si effectivement nos endpoints sont corrects, c'est-à-dire que nos endpoints génèrent des informations qui correspondent à ce que nous avons ici. Donc, nous allons le faire pour le staff. Voilà, c'est API, staff, all staff member. Je vais prendre tryout, execute. Voilà. J'exécute ma requête et qu'est-ce que je vois ici? Je vois une liste. Bon, l'affichage ici, les données qui sont affichées ici sont du type format JSON. Hein. Donc, c'est une sorte d'arborescence qui affiche les données. C'est quand même assez pénible à lire, mais en regardant de plus près, on voit de quoi il s'agit. Nous avons un enregistrement ici qui porte les ID 1, c'est-à-dire il se trouve en position 1, à la première position. Nous allons comparer avec ce que nous avons ici. Effectivement, qu'est-ce que nous avons à la position 1? Nous avons John Lombo, date de naissance 1er février 2002. On va vérifier, c'est la même chose. Date de naissance, ici, oui, c'est le 1er février 2002. Ici, l'affichage est un peu différent. Ce sont des données brutes. À la différence, ici, ce que j'ai fait, j'ai traité ces données pour mettre en place un affichage qui soit le plus lisible possible. Par contre, les données qui sont générées par les Web API, ce sont des données brutes. Et l'avantage que ça donne la latitude à celui qui va consommer les services de pouvoir les formater à sa manière. Donc, on peut faire... parce que les données, vous voyez par exemple pour la date ici, les données sont enregistrées sous le format américain. On commence par l'année, le mois et puis le jour. Et moi ici, j'ai écrit une sous-routine en JavaScript pour faire un affichage du type genre francophone pour que je puisse, que ça soit lisible. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Et nous avons ici, c'est pratiquement toute la liste, oui, toute la liste que nous avons ici qui est affichée. Et la dernière, nous allons voir les derniers enregistrements, se trouve à la position 11, c'est Monsieur Robert Kiala. On va vérifier également ici, à la position 11, ça se trouve à la deuxième page, vous le voyez, c'est effectivement Monsieur Robert Kiala, né le 16 février 2000. On va vérifier, né le 16, voilà, 16 février 2000. Voilà, nous avons de la cohérence, vous le voyez. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans Domain Driven Design. Ce sont les entités de domaine que nous avons mises en place ici, qui sont le cœur de l'application. Ce sont eux qui déterminent qui sont... C'est eux et elles seules, ces entités de domaine, qui sont en contact avec Entity Framework. Les restes, pour les cas de MVC, j'utilise les DTO. Les DTO, ce sont des classes qui me servent de contenu, qui jouent les rôles intermédiaires entre ce qui vient de mes entités de domaine et qui me permet de les afficher. Je peux créer aussi des instances de données que je voudrais envoyer. Je les crée d'abord avec les DTO et puis avec Automapper, je les transfère dans mes entités de domaine et c'est seules mes entités de domaine qui parlent, qui communiquent avec Entity Framework et Entity Framework se charge d'envoyer ça à la base de données et la persistance est faite et cela est enregistré. Voilà un peu de quoi il s'agit. Ici, vous le voyez, nous avons différents types de services et qui ont leur nom. Comme vous le voyez ici, il va afficher tout. Ici, si je vais par exemple afficher
Voilà, nous avons ici, je retourne aux membres du staff. Je voudrais afficher celui-ci qui est au numéro 6. Et je vais l'afficher dans le Web API. Voilà, je vais chercher API Staff Details ID. Je vais chercher celui qui se trouve au numéro 6. Voilà. Execute. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va me donner? Vous le voyez, il me donne Staff First Name Rémi Ndende. Et c'est lui, on le voit ici au numéro 6, voilà, à la position numéro 6, il s'agit de cet enregistrement. Il est né le 22 février 1998, on le voit ici, 22 février 1988. Nous sommes sûrs à 100% que nous avons une cohérence par rapport à nos données. Nous avons une seule application, mais qui a 3 interfaces graphiques en sortie. Et la troisième, c'est laquelle? Je vais vous la montrer tout de suite. C'est l'interface, en fait, qui consomme les services. En fait, je peux dire l'application de base. Bon, nos Web API jouent les rôles d'intermédiaire entre l'application normale et avec cette autre application que j'ai créée, hein, Blazor WebAssembly. Et ici, je n'ai pas fait grand-chose. Bon, faute de temps, je me suis limité uniquement à présenter les informations par rapport à... Vous le voyez, bon, j'ai pu quand même placer des boutons, mais ces fonctionnalités ne fonctionnent pas encore. Mais au moins, une chose importante, notre logique telle qu'on la conçoit, elle est respectée. Vous le voyez par exemple ici pour les dates, bon, c'est resté encore les formats américains parce que je n'ai pas modifié. Je peux écrire une routine pour pouvoir modifier cela, hein, pour mettre un affichage, hein, qui nous permette de présenter ça. Attendez, on va retourner, on va voir, vous le voyez. Nous avons ici, c'est pratiquement la même chose. Ici, nous sommes dans une interface de type ASP MVC, hein, MVC classique. Et là, nous sommes dans une application du type Blazor WebAssembly. Blazor WebAssembly, c'est quelque chose d'assez formidable, hein, parce que nous sommes ici dans les types d'applications qu'on appelle les single page application. Nous avons une seule page, comme vous le voyez, avec cette sidebar à côté, et nous allons créer des components, hein, c'est-à-dire des composants qui vont à chaque fois s'afficher. Nous n'avons qu'une seule page, et dans cette page viennent plusieurs composants qui vont venir s'afficher des components. Nous avons également, je vais diminuer la taille parce que le formulaire est un peu long pour que l'affichage, voilà. Ici, ce sont les données qui concernent les patients. On va vérifier ici avec les patients. Vous le voyez, oui, celui qui est en première position. Prenons celui qui est en 6e position, c'est Gérard Kamanda. Et on va voir également ici en 6e position, c'est Gérard Kamanda. Vous le voyez, nous avons un même contenu, mais multiplicité d'interfaces. C'est ça l'avantage d'avoir une architecture solide comme celle-ci, hein, de Domain Driven Design, où nous mettons en place un certain nombre de choses, mais qui nous offre la possibilité d'aller vers des extensions, hein, tout en respectant la cohérence par rapport aux données. Notre design de la base de données reste unique, il n'est pas changé, mais c'est seulement au niveau des interfaces graphiques que nous nous offrons la possibilité de présenter plusieurs options. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Je ne peux pas aller plus loin, mais vous le voyez, toutes les fonctionnalités sont là. Nous avons 3 interfaces côte à côte qui marchent, mais qui présentent une seule et unique application. Hein, en l'occurrence, cette petite application sur les activités de ces centres de santé où les patients viennent voir les médecins qui les traitent, et puis tous les points de départ, comme je l'ai dit, c'est la prise des rendez-vous. Et ça semble petit, mais les composants, les outils qu'on a mis ici sont très intéressants pour arriver à un rendu, hein, qui est formidable. Tout ceci, tout ce qu'on a fait dans MVC ici, il est possible également de le faire ici dans Blazor. Il est possible aussi de le faire dans Blazor parce que, bon, c'est une autre logique. Blazor, en fait, c'est, on écrit du code C# mais qui est exécuté, hein, du côté client, ce qui est formidable, hein. Donc, il n'y a point
pas de JavaScript ici, tout est écrit en C# et en sortie, nous avons ces résultats formidables. Et je vais de suite vous montrer de quoi il s'agit. Voilà en fait notre application telle qu'elle se présente. C'est une solution en fait, hein, c'est une solution dans laquelle nous avons 6 projets. Nous avons nos entités des domaines, hein, ce sont eux en fait, ce sont elles ces entités qui représentent les cœurs de l'application, hein, de notre programme. Ensuite vient la partie Entity Framework, hein, qui s'occupe d'envoyer, lorsque nous avons créé nos données, de les envoyer, faire la persistance, de les envoyer à la base de données, ou bien faire du fetching, nous amener ce qui se trouve dans la base de données pour qu'on puisse lire. Nous avons un projet infrastructure. Bon, ici, il y a toutes les méthodes, hein, des bases qu'on utilise ici, parce que j'utilise également repository pattern, j'utilise un certain nombre de patterns, hein, pour arriver à ces résultats. Et puis, bien évidemment, en sortie, nous avons notre application du type MVC, hein, qu'on a vu, hein, type MVC qui est là. Voilà, ça c'est l'application du type MVC qui est là. Et ça c'est l'application du type Web API, hein, qui est là. Et vous le voyez ici, c'est là où se trouvent nos contrôleurs, là où se trouvent les méthodes, hein, qu'on lance à chaque fois. Je vais prendre le cas du staff ici. Staff, voilà, ici, voilà, nous affichons les membres du staff. Où est-ce que cela se passe? Cela se passe... voilà, c'est ici que cela se passe. Donc, à chaque fois que... voilà, c'est All Staff Members. C'est cette requête qui est exécutée ici. Voilà, All Staff Members. C'est cette requête qui est exécutée ici et qui nous donne ces résultats en nous affichant tous les membres du staff. Donc, c'est cette requête-là qui s'exécute pour nous afficher tous les membres du staff. Ici, bon, c'est Dependency Injection, donc la dépendance injection. On amène tout ce dont on a besoin. Logger pour faire les suivis, comment tout ça se passe. Il y a un certain nombre de méthodes, hein, que j'ai mis en place pour que tout ceci fonctionne. Bon, on n'a pas le temps d'aller en profondeur par rapport à tout ceci. Le plus important à mon sens, c'est la logique qu'on a mise en place qui nous offre la possibilité d'avoir en sortie ces 3 interfaces pour une seule et unique application. Et voilà un peu de quoi il s'agissait. Donc, voilà, ça paraît simple, mais je dois avouer quand même que l'application semble petite, mais il a fallu quand même écrire pas mal de code, hein, pour que tout ceci fonctionne de manière correcte, qu'on ne se répète pas. Donc, les 3 applications qui ont chacune une interface en sortie, en fait, elles puisent leurs informations, elles dépendent de ces 3-là. Hein, ça dépend. Par exemple, Blazor, lui, ne dépend que de Web API pour pouvoir appeler les méthodes, qui lui permettent d'avoir les informations qui viennent de la base de données. Donc les Web API puissent des informations de la base de données, elles les gardent et les Web API vont générer des données du type JSON que notre application Blazor va consommer. Voilà un peu de quoi il s'agissait. Je vous remercie de l'attention que vous avez accordée. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup aller dans les détails, mais c'est important aussi de les démontrer parce que nous avons écrit cette application avec 3 interfaces. Il faut aussi montrer concrètement comment cela a été fait et que nous avons écrit les codes pour cela. Très bien. Voilà qui est fini. J'espère que cette application vous a plu et moi particulièrement, ce qui est intéressant ici, vous le voyez, c'est très important. Je voudrais aborder l'aspect qu'on appelle architecture. L'architecture, par analogie à l'architecture, hein, dans la construction des habitations, elle constitue les fondements même d'une application. C'est-à-dire, dès le départ, comme ici j'utilise
ce qu'on appelle les Domain Driven Design. Donc, les entités des domaines représentent le cœur de l'application. Donc, dès le moment que les entités des domaines sont bien posées, nous avons la possibilité en sortie de pouvoir développer plusieurs types d'interfaces, comme je viens de les présenter ici. Donc, vous le voyez, pour notre application, nous avons été en mesure de présenter une interface en sortie habituelle, comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire avec MVC ASP.NET, mais nous avons également la possibilité de créer des services qui peuvent être consommés par d'autres applications clientes. Et dans ce cas-ci, souvent on écrit, je pense que j'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises, mais je vais répéter quand même, lorsqu'on écrit des services, c'est pour les proposer à d'autres applications qui fonctionnent sur d'autres plateformes. Les plus souvent, les applications, les appareils mobiles que nous utilisons, genre tablette, smartphone, les informations que nous recevons viennent des services. Et ces services-là, vous voyez par exemple lorsque vous consultez un site internet d'information dans les navigateurs web, vous avez les mêmes informations que vous pouvez retrouver également sur un format tablette ou sur smartphone. Mais vous remarquerez que les contenus que vous avez sur les appareils mobiles n'est pas les mêmes que sur... il est réduit, donc il n'est pas les mêmes que celui que vous avez dans un navigateur. En fait, nos appareils mobiles se connectent via des services. Les services, souvent, sont accessibles via les protocoles HTTP. Et c'est ça l'avantage qui permet que les applications qui sont développées sur différentes plateformes peuvent communiquer entre elles. Donc, puisque en sortie, hein, comme vous le voyez, je l'ai présenté, les fichiers qui sont générés via les protocoles HTTP, c'est souvent des fichiers de type JSON. Ce sont des fichiers qui représentent un ensemble de chaînes de caractères de données. Donc c'est très facile d'être consommé par d'autres applications qui sont sur d'autres plateformes. Et cela ne pose pas de problème de compatibilité. Cela offre un très grand avantage. Et on peut développer une application dès le départ qui est destinée à être consommée dans les navigateurs. Et en sortie, on a l'interface ASP.NET MVC, mais à côté, on peut également offrir la possibilité à d'autres utilisateurs qui sont sur des appareils les plus souvent mobiles d'avoir les mêmes contenus, mais voilà, via des services. Donc, c'est ça l'avantage, et cela n'est possible que lorsque il y a des fondements solides par rapport à une architecture dès le départ qui a été mise en place. Parce que lorsqu'on développe une application, quelquefois, on est conduit à l'étendre suivant les exigences qui peuvent venir en cours de traitement. C'est pourquoi il est très important dès le départ d'avoir une architecture qui est bien établie, et elle offrira la possibilité de pouvoir aller vers d'autres options et sans vouloir trop changer les choses. Parce que vous allez voir, les trois interfaces fonctionnent de manière indépendante, mais elles dépendent totalement des entités, des domaines qui, ces entités, sont en contact avec Entity Framework et la base des données. Donc, toutes les trois interfaces en sortie, en fait, elles puisent leurs informations des entités, des domaines qui sont-elles le cœur de l'application. Bon, cela est un peu technique, mais c'est important de le dire parce qu'il est aussi bien de pouvoir écrire les choses avec cohérence pour que on ne se répète pas, qu'il n'y ait pas de redondance, donc on fait quelque chose pour une seule fois, mais cela peut servir à d'autres composants. Lorsqu'on développe un composant, en fait, il est là et il peut être réutilisé à volonté par d'autres composants qui viennent aussi se greffer au-dessus sans vouloir réécrire encore ce qui va créer des redondances. Voilà un peu de quoi il s'agissait aujourd'hui, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir, je me le répète peut-être, mais je prends beaucoup de plaisir à programmer. Je prends beaucoup de plaisir à programmer, et j'espère que ces plaisirs, vous les partagez également à chaque fois que vous suivez ces présentations que je fais. Et je vous fixe donc rendez-vous à notre prochaine application. Cela, je vous promets, elle sera finie. Sur les assurances, c'est Insurance et E-Claim, c'est-à-dire la déclaration des sinistres. On va voir comment, dans certains cas, voilà, les clients déclarent les sinistres par rapport aux assureurs, un peu toutes les interactions qu'il y a par rapport à la gestion d'un cas lié aux assurances.
Voilà, je vous remercie pour l'attention que vous apportez à ces vidéos. Je remercie également ceux qui font des feedbacks parce que cela m'encourage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quelque chose à dire. Je reste ouvert pour tout échange par rapport à tout ceci. D'ici là, je vous dis au revoir et à la prochaine.